Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 2 février et on va revenir sur cette fin de mois de janvier qui s'est terminée en plein doute, hein. Plein doute parce que Trump est arrivé, il n'y a pas un jour qui se passe depuis quelques temps sans qu'il fasse une nouvelle déclaration à propos de l'économie, des cryptos, des droits de douane ou même de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui aurait été vraiment au centre des événements de la semaine puisque depuis que le nom de DeepSeek est arrivé sur la table, tout le monde s'est demandé si les 300 milliards et plus qui ont été injectés dans l'IA depuis 12 mois n'ont pas été finalement de l'argent jeté par les fenêtres, puisqu'on peut aussi visiblement faire aussi bien avec beaucoup moins d'argent. Alors ça reste bien sûr à discuter puisque les coûts réels de la création de DeepSeek sont encore relativement peu clairs et que surtout la transparence du produit et l'origine de ce dernier ne sont pas encore très évidentes à confirmer. On a vu entre autres que Microsoft et OpenAI enquêtaient pour savoir s'il n'y avait pas des doutes sur le modèle d'origine, les copies qui auraient été faites. Bref, ça reste un produit chinois et la transparence n'est pas forcément la première des qualités. Et néanmoins, le marché aura été choqué par les annonces et certaines valeurs qui ont été étiquetées intelligence artificielle en ont pris pour leur grade. Certaines ont réussi à remonter un peu pour limiter la casse et d'autres se sont fait massacrer et sont pour le moment restés clairement au fond du trou. On pense entre autres à des Micron ou à des AMD ou même à des Nvidia qui terminent quand même la semaine au fond du bac et on verra tout à l'heure Nvidia est même en dessous de la moyenne mobile des 200 jours pour la première fois depuis 24 mois. La dernière fois que le titre y était, c'était à 15 dollars. Alors la question de l'IA reste posée et les prochaines publications des sociétés concernées, ça va être un vrai challenge, surtout au niveau des conférences de presse et des déclarations du management dans la foulée de ces publications de résultats. Autre sujet qui a été abordé largement durant la semaine, la publication des chiffres d'une partie des Magnificent Seven. Vous l'avez vu, on va pas revenir dessus puisque le sujet a été largement abordé dans les Morning Bull de jeudi et de vendredi matin. Mais on retiendra que Tesla a sorti des chiffres plus que discutables, mais montait quand même sur les mots optimistes de Musk, encore une fois, alors que la communauté des analystes financiers ne comprennent plus vraiment la valorisation actuelle de la société en tant que telle. Il faut dire que Tesla bénéficie du joker intelligence artificielle, du joker robotaxi et du joker Trump, ce qui facilite quand même grandement le travail en ce moment. Autrement, Meta investit des milliards dans l'intelligence artificielle, mais termine quand même sa semaine au plus haut de tous les temps. Elle n'a pas vraiment été impliquée dans ces histoires de prise de profit. Plus personne n'ose remettre en tout cas la parole de Zuckerberg, vu que la dernière fois qu'il a dit des choses, tout le monde lui a craché dessus, puis finalement c'est lui qui a eu raison. Microsoft a publié de bons chiffres, mais la croissance du cloud n'était pas suffisante, donc le titre a vécu une relativement mauvaise semaine. Apple a publié des chiffres sur l'iPhone qui montraient des ventes en ralentissement du côté, mais surtout du côté de la Chine. Alors ça compte un peu moins parce que finalement on sait que la Chine va pas bien, donc c'était plus ou moins dans les prix. Mais surtout, ce qui était positif, c'est qu'on a vu que les autres divisions d'Apple avaient largement compensé le trimestre raté des ventes de smartphones. En résumé de tout ça, lors des publications de cette semaine, on a appris une chose, c'est que le diable se cache vraiment dans les détails. La semaine qui nous attend sera d'ailleurs à nouveau extrêmement chargée en publications trimestrielles. Vous le savez, vous avez la liste qui s'affiche devant vos yeux à l'instant. Mais on aura vraiment l'occasion d'en parler tout au long de ces prochains jours dans le Morning Bull Live, bien sûr. Et puis alors, du côté de la fête, c'était un non-event. Powell a entamé son bras de fer avec la Maison-Blanche, c'est officiel. Alors, il n'a pas baissé les taux en disant qu'il se sentait aucune pression de le faire, ni urgence de le faire. Alors évidemment, Trump n'est pas content et veut vraiment que ça baisse vite, très vite, voire plus vite que très vite. Sauf que la problématique de l'inflation reste la même, on la connaît, un président ou pas président, patron de la Fed ou pas patron de la Fed, on ne peut pas baisser les taux si l'inflation refuse de reculer, sinon il va y avoir un déséquilibre à un moment donné, c'est évident. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, le PIB américain ralentissait un peu, il est donc plus faible que prévu, ce qui devrait se lier à une inflation en reflux, normalement, en tous les cas, c'est ce qu'on espère, et en tous les cas, c'est que le PCE est sorti à 2,6% vendredi, et c'était en ligne avec les attentes, et le corps PCE, c'est celui qui ne tient pas compte des chiffres qui dérangent, mais lui, il est sorti à 2,8%, là aussi en ligne avec les attentes. Alors la bonne nouvelle
qu'on a eu vendredi soir, c'est que le PCE, donc l'inflation, est en ligne avec les attentes et que les économistes n'ont pas été déçus par la mauvaise nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le PCE est au plus haut depuis mai 2024. Mais ça, comme on s'y attendait, eh ben c'est pas grave. Mais le pivot de la Fed est quand même mis sur pause pour l'instant parce que vous avez quand même une inflation qui, peu importe comment on veut bien regarder les choses, est en train gentiment de remonter et ça va pas vraiment dans le sens que Trump aimerait. Du côté de l'Europe, on retiendra donc que la BCE a baissé les taux comme prévu en signe de soutien à l'économie qui ne va pas bien. Les chiffres des PIB européens ont d'ailleurs démontré qu'on avait sacrément besoin du soutien de la BCE. Madame Lagarde continue de dire qu'elle va encore et encore baisser les taux et qu'elle ne veut pas entendre parler de crypto. Le marché a aimé la BCE cette semaine mais a moins aimé en revanche les chiffres de LVMH qui ont démontré que pour eux c'était moins facile que Richemont en Chine et que 2024 n'a pas été la meilleure année de leur vie. En plus, Arnaud en a marre de payer des impôts en France et le titre a perdu 6% sur la semaine. Ah oui, et puis alors, j'oubliais, bien sûr, le DAX est au plus haut de tous les temps, comme toutes les semaines. Et puis alors, en Suisse, puisque cette vidéo s'appelle quand même le Swiss Bliss, en Suisse, on a vécu une super semaine, vu que la tech se fait défoncer aux USA, eh bien les gens sont immédiatement repartis à la recherche de sécurité et désespérément à la recherche d'actions défensives, et c'est ce qui nous a donné la semaine de folie, de joie et de bonheur que nous venons de vivre sur le marché suisse. Du côté macro, on notera qu'en Suisse, la balance commerciale a bouclé sur un excédent inédit de 60,6 milliards de francs, soutenu par des livraisons de matières premières et produits chimiques de base qui ont doublé. Les exportations ont atteint un niveau record l'an dernier. La tendance a été par contre négative pour les montres qui ont essuyé un net repli des ventes à l'étranger sur la même période. On va le voir dans les résultats de Swatch tout à l'heure. Les exportations horlogères ont accusé un recul de 3% l'an dernier. C'était plombé par une baisse de plus d'un quart des envois vers la Chine et de 19% vers Hong Kong. Quelle surprise! Si on regarde les performances de la semaine sur les marchés en général, eh bien vous voyez le Philadelphia Semiconductor s'est donc fait massacrer. Pas besoin de revenir sur les pourquoi du comment. Les semi-conducteurs ont beaucoup souffert à cause de DeepSeek, donc moins 6,10% sur le SOX. Et on verra tout à l'heure sur le graphique que le SOX est dans une sale position, toujours dans ce range, hein, heureusement pour l'instant, mais quand même c'est difficile pour lui de s'en sortir. De l'autre côté, vous avez l'Espagne qui prend 3,22%. Il est vrai qu'on a vu cette semaine que les chiffres économiques en Europe étaient meilleurs sur le côté italien que sur le côté, on va dire, italien-Espagne, que sur le côté nord de l'Europe, puisque ça va moins bien sur la France et sur l'Allemagne. Mais voilà, donc en gros, la meilleure performance et des bonnes surprises économiques qu'on a vécues sur l'Espagne cette semaine. Autrement, pour le reste, vous voyez le SMI plus 2,58%. Il est troisième sur le podium de la semaine sur notre liste de performances. Vous voyez que l'or est en hausse de 1,51%. Là aussi, on atteint des niveaux historiques. Hong Kong était fermé, donc Hong Kong et la Chine étaient quasiment fermés toute la semaine pour cause de nouvel an chinois. Donc là, on va pas revenir dessus. Et puis le reste, vous voyez, ça tape sur les États-Unis puisque finalement le Dow perd 1,8%, le Nasdaq 1,64%, le S&P 500 1%, et le Nikkei dans la foulée perd 0,8%. Et puis le pétrole se replie aussi parce que pour la première fois depuis bien longtemps, les inventaires sont en train de repartir à la hausse sur or noir. Et puis le Bitcoin aussi toujours autour des 100 000 $. Il a de la peine à trouver sa direction pour le moment. En tout cas, c'est difficile d'aller faire de nouveaux records sur le Bitcoin malgré les annonces relativement positives qui ont été faites par le gouvernement américain pour l'instant. Et puis, on notera encore une dernière chose, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez le DAX plus 1,58%, je crois que c'est un nouveau plus haut historique pour l'indice allemand de nouveau, malgré là aussi des chiffres dégueulasses au niveau de l'économie allemande. Mais on le sait, on l'a déjà dit, pour l'instant, le DAX fonctionne surtout sur les sociétés qui exportent et qui vendent à l'étranger plutôt que ce qui se passe en Allemagne. Sur le SMI, vous voyez que, grosso modo, il y a beaucoup de gens dans le vert, mis à part ABB qui a, je dirais, un petit peu déçu, même si les résultats étaient corrects. Mais simplement, il n'y avait pas assez de bonnes nouvelles à l'intérieur des chiffres de ABB, donc 7,5% de baisse sur ABB. Richemont qui continue avec une hausse de 3,15 sur la semaine, malgré les mauvais chiffres de LVMH, mais on voit, et mauvais chiffres entre guillemets bien sûr, mais on voit surtout que LVMH a eu plus de peine que Richemont en Chine, donc il y a peut-être un effet de rattrapage sur Richemont. Logitech plus 10,86%, ça c'est merci les résultats. Zurich plus 3, Swiss Life plus 2,20, Novartis plus 5,89 après des très très bons résultats qui ont battu les attentes. Nestlé plus 3,75, aucune raison fondamentale puisque Nestlé a rebondi simplement parce qu'on cherche des défensives. Donc aujourd'hui on est revenu sur une Nestlé qui paie un dividende correct et puis qui a tellement baissé qu'aujourd'hui le risque à la baisse semble relativement limité. Donc bonne semaine pour Nestlé parce qu'on cherchait des boîtes comme ça. Roche qui a
plus ou moins satisfait sur ses résultats, mais surtout qui était positif sur l'avenir. On va y revenir. Geberit, plus 2,5%. Et puis Givaudan, plus 4,4% sur les chiffres de la semaine dernière, qu'ils ont publié vendredi, il y a 10 jours maintenant, qui était bon. Donc il y a eu la réaction qui s'est faite en début de semaine. Voilà, globalement, ce qu'on voit et ce qu'il faut retenir, c'est que le marché suisse était en toute grande forme la semaine qui vient de se terminer. Et on le voit très clairement sur le graphique, puisque vous voyez, sans autre forme de procès, hein, vous voyez que depuis le début de l'année, eh bien, le SMI, c'est du délire tout simplement. On vient de 11 400, on est à 12 597 en clôture. Alors attention à ce genre de configuration de reversal en fin de séance, en fin de semaine. Vous avez aussi un gap à combler là en bas. Vous avez plus ici les stochastiques qui sont, les MACD qui sont vachement élevés aussi. Donc attention, on est quand même dans des zones. Vous voyez que chaque fois qu'on vient chercher des tops à ces niveaux-là, généralement, ça déclenche à terme des petites séances de vente comme ici ou comme là. Donc attention sur le SMI, on est beaucoup monté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu cet environnement anti-techno à court terme, bien sûr, la Suisse sort beaucoup mieux que les autres, une fois n'est pas coutume. Du côté du S&P, alors la bonne nouvelle, c'est que finalement, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. La moyenne mobile en rouge, là, qui est la 50 jours. Donc on tient toujours. Vous voyez que malgré les événements qui se sont produits cette semaine, on arrive quand même à consolider au-dessus. Et vraiment, ça ne donne pas l'impression d'un indice qui est en panique. On est toujours très proche des plus hauts historiques. Donc jusque-là, ça va sur le S&P 500. Évidemment qu'il va falloir surveiller ces moyennes mobiles, il faut qu'on les tienne absolument, hein. La 50, la 100 qui est en blanc ici et la 200 qui est en vert. Donc ces trois moyennes mobiles doivent être attentivement surveillées. La première où on aura à surveiller, ce sera bien sûr la moyenne mobile des 50 jours qui passe juste un peu en dessous des 6000 à 5991 points sur le S&P 500. Mais pour l'instant, en tout cas, pas de quoi paniquer sur l'indice américain. Vu ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle cette semaine, eh bien, on pouvait craindre beaucoup de l'indice Nasdaq, mais non, il tient là aussi relativement bien. Donc vous voyez qu'on a été combler les gaps, finalement c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre ce qui est en train de se faire. Le Nasdaq, il ne faut quand même pas oublier que lundi, il a ouvert au fond du bac à cause de DeepSeek. Vous voyez qu'on était cherché très bas, en dessous de la moyenne. Mais finalement, on revient et sur la séance, on est allé clôturer le gap. Donc l'indice est clean, il est allé chercher les plus bas pour clôturer l'autre gap qu'on avait ici. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Jusque-là, ça va. On a eu beaucoup de commentaires quand même positifs après DeepSeek parce qu'on a eu quand même Meta qui continue à annoncer des investissements massifs. On a quand même eu des commentaires de CEO qui disent que l'arrivée de DeepSeek est même une concurrence positive pour l'intelligence artificielle. Mais de l'autre côté, vous avez quand même pas mal de gens qui disent qu'effectivement aujourd'hui, une espèce d'hégémonie sur l'intelligence artificielle qui était menée par les États-Unis est en train gentiment de disparaître. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra faire attention et qu'il faudra surveiller ces prochains temps sur le Nasdaq, bien sûr, mais sur les autres indices aussi. Le Dow Jones qui finit la semaine un peu moins bien, mais qui a été quand même cherché les plus hauts, quasiment les plus hauts historiques durant la semaine. Il faut dire que là aussi, il y a eu un regain d'intérêt sur le Dow Jones parce qu'on a cherché les valeurs défensives. Évidemment, à l'intérieur de ces valeurs-là, de Dow Jones, vous avez quand même une Apple qui a relativement bien performé, donc qui a bien tenu l'indice. De l'autre côté, vous avez aussi 2-3 titres qui ont relativement bien tenu l'indice américain historique, on va dire. Et ça tient pour l'instant. Alors attention maintenant, parce qu'on est à un point top. Donc là, on pourrait dire que c'est un double top. Et vous voyez que là aussi, on est sur des niveaux fortement étendus en termes de MACD. Donc il pourrait aussi y avoir quelques prises de profit sur le Dow Jones ces prochains temps. Le SOX, vous le voyez, je vous le disais tout à l'heure. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde cet indice MACD ici, eh bien, vous voyez que chaque fois qu'on revient dans ces couloirs ici, on se repositionne gentiment sur l'indice. Donc on est vraiment dans ce range sur le SOX. Chaque fois qu'on va chez les 4008, ça rebondit. C'est un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis on a de la peine à casser les 5400. Donc on a ces 600 points de range sur le SOX qui pour l'instant fonctionnent relativement bien. Et ce qu'il faudra surveiller, c'est les éventuelles cassures dans un sens ou dans l'autre pour essayer de déterminer la prochaine tendance baissière ou haussière. Et vous voyez que si on va zoomer un peu sur les moyennes mobiles,
Vous voyez que les 3 moyennes mobiles, ça fait quand même un bon moment. Ça fait depuis le début décembre qu'on oscille vraiment autour du même niveau, donc vraiment dans une zone latérale. On a besoin de trouver une direction pour le SOX pour y voir un petit peu plus clair. Je vous montre quand même le graphique de Nvidia parce qu'on en parlait tout à l'heure. Vous voyez que la clôture, on était se battre avec la moyenne mobile des 200 jours et on a finalement, je veux dire malheureusement, terminé en dessous de cette moyenne. Alors même si les commentaires des uns et des autres sur l'affaire DeepSeek a été relativement relativisé justement sur Nvidia, on voit quand même que pour la première fois depuis longtemps, eh bien, on est en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. Alors si on va un peu en arrière dans le temps, eh bien, ça nous ramène ici en 2023 où on était en dessous de cette moyenne verte des 200 jours. Et depuis ce temps-là, on n'est plus jamais retourné en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Vous voyez que pour ce qui est de la 100 jours qui est blanche, là, on l'a testé plusieurs fois ces derniers temps, ici et là, mais jusqu'à maintenant, on n'avait jamais été en dessous. Et là, on s'établit en dessous de la moyenne mobile des 100 jours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que gentiment, vous avez un premier signal de vente qui est en train de se déterminer entre la 50 et la 100. Et en direction, on devrait continuer dans la tendance pour aller également faire un autre signal de vente. Pour l'instant, on sent quand même qu'il y a pas mal de doutes sur Nvidia, que ce soit au niveau graphique ou au niveau fondamental. Et on aura certainement plus de réponses avec leurs publications qui sortiront, sauf erreur, dans quelques semaines en direction de la fin du mois de février. Le DAX, ça se passe de commentaires. Hein, voilà, vous voyez, à chaque fois, on a une nouvelle tendance, un canal haussier qui se dessine. À chaque fois, on casse le canal, on accélère encore. Vous voyez que pour l'instant, le DAX, c'est toujours plus haut, toujours plus fort. Hein. C'est un peu la devise de Buzz Lightyear, toujours plus haut et au-delà. Enfin bref, ça continue de monter, il n'y a rien à dire, tout va bien sur le DAX et la tendance est ferme et définitive, même si elle est à mon goût toujours un peu raide et toujours un peu en phase de surachat. Pour l'instant, on s'en fiche, ça continue de monter. Le CAC 40, j'ai envie de dire pareil, il était un peu stoppé dans sa hausse à cause, et bien évidemment, des chiffres de LVMH. On voit beaucoup d'hésitation sur la semaine. De nouveau, on voit que des journées où on ouvre, on va dans tous les sens, puis on finit plus ou moins à changer. C'est un peu cet ensemble de candlesticks qui ressemble à des croix. Et bien donc, ça montre une certaine indécision sur l'indice français. La raison, bien sûr, je vous le disais, le luxe, mais aussi, je pense, l'aspect politique commence à revenir un peu au devant de la scène, puisque normalement, en début de semaine prochaine, enfin à partir de demain, normalement, ça va de nouveau causer l'Assemblée nationale pour le budget. Et a priori, pour ce qu'on voit et ce qu'on entend, Monsieur le Premier ministre François Bayrou devrait annoncer la mise en place du budget via le 49.3 parce qu'il n'aura pas une majorité totale. Donc, ce qui veut dire que ça ouvrira la porte à une nouvelle censure du gouvernement. Bien que ça risque d'être un peu moins facile cette fois, puisque le soi-disant Front populaire uni, ils sont en train de se foutre sur la gueule. Donc, de toute façon, ils ne sont plus vraiment unis. Donc, on verra. Mais en tout cas, c'est un autre sujet d'instabilité politique qui pourrait revenir sur le CAC 40 ces prochains jours. Et pour l'instant, c'est en tout cas ce que montre l'indice, le graphique, cette espèce d'hésitation à haute altitude, en plus à l'approche des 8000 points sur le CAC. L'or est au plus haut de tous les temps, voilà, c'est cassé. Hein, donc pour l'instant, on est à 2797, là sur le graphique, on est monté à 2815, 2820. Pour l'instant, la porte est ouverte à toutes les fenêtres, mais j'ai envie de dire que, en dehors du fait qu'on est aussi dans des zones de surachat, à mon sens, sur l'or pour l'instant, vu l'instabilité et vu l'inflation qui reste relativement solide, il semblerait assez logique qu'on ait quand même cherché ces 3000 à un moment ou un autre. Est-ce qu'on va faire un pullback de nouveau avant de repartir à la hausse? Mais enfin, pour l'instant, l'or a l'air d'être plus ou moins bien établi. Le pétrole, je vous le disais, pour l'instant, l'arrivée de Donald Trump ne lui fait pas du bien. Et en plus, l'explosion des inventaires montre que de nouveau, ça commence à revenir sur le marché. Donc, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. On va dire ça comme ça pour symboliser. On revient de nouveau dans une zone de support sur le baril. Hein. Vous voyez que depuis quelques temps, on a quand même cette zone des 68 qui va faire effet de support. On a encore la moyenne mobile des 100 jours en blanc ici qui peut nous aider à tenir. Si on ne tient pas, on risque bien d'aller chercher les 68 et puis après, ce sera le dernier test pour savoir si on rebondit de nouveau ou si l'effet Trump commence à se faire sentir et qu'on va aller en direction. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces diverses vidéos que pour que l'inflation elle baisse en direction des 2% uniquement à cause du pétrole, il faudrait que ça aille en direction des 15 $ le baril. Le Bitcoin qui est toujours en zone d'hésitation. Vous voyez, ce matin, on est légèrement en dessous des 100 000 sur le Bitcoin, mais ça tient toujours dans cette zone. Là aussi, on a une espèce de range. Ce qui est bien, c'est qu'on a une espèce de range qui a l'air de tenir dans cette zone-là pour l'instant. Vous voyez qu'on a un canal latéral qui se dessine, que là, on est quand même sur des zones de survente aussi sur ce point-là. Donc, ça devrait pouvoir nous permettre de tenir
généralement là qu'un worst case dans la zone des 93 500 d'un point de vue purement technique. Et après, jouer sereine jusqu'à quelque chose de positif se dessine pour aller casser à la hausse comme ça le Bitcoin ces prochains mois, puisque n'oubliez pas qu'il paraît qu'à la fin de l'année, il sera à 250 000 de toute manière et que tout le monde a l'air plutôt convaincu de la chose. Du côté des vedettes de la semaine, eh bien, on a eu du monde au balcon au niveau publication trimestrielle et ça va encore continuer sur la semaine qui vient, que ce soit aux États-Unis et en Suisse. Alors, pour ce qui est de la Suisse, on attaque tout de suite avec Lonza. Lonza qui a enregistré une performance en léger repli l'an dernier. Ses revenus ont baissé de 2,1% à 6,57 milliards. Ils ont subi surtout des contractions sur leurs ventes et ils ont également vu leurs bénéfices se contracter en l'espace d'un an à 637 millions contre 655 millions en 2023. Alors le titre était un peu sous pression et les chiffres n'ont pas vraiment permis de casser la résistance des 600 francs qui pour l'instant fait office de couvercle sur le graphique comme on peut le voir tout de suite. Vous voyez très clairement que depuis quelques jours ça ressemble un peu au CAC 40 sur certains points, mais on est un peu dans cette zone-là, on n'arrive pas à passer. On a essayé mais on n'arrive pas pour l'instant. Donc on peut déterminer que les 600 sont une grosse zone de résistance. On est un petit peu suracheté, donc on peut se dire que potentiellement, si Lonza venait à baisser ces prochains temps, on pourra aller rechercher le bas de la espèce de tendance court-termiste qu'on a ici. Donc elle pourrait revenir en direction des 545. Après, il faudrait la racheter pour essayer de jouer les 600. Donc la stratégie sur Lonza, ce serait de jouer la baisse jusqu'à 550 tant qu'elle ne casse pas la résistance des 600, racheter sur le niveau des 545-550 pour jouer le rebond et cette fois aller chercher un petit peu plus haut. Et les perspectives étant plutôt positives et l'ensemble du secteur pharmaceutique marche plutôt bien en ce moment. Donc on peut espérer des bonnes nouvelles à moyen terme sur Lonza. Donc c'est comme ça qu'il faudrait essayer de la jouer ces prochains temps. Du côté de Roche, du géant balois comme on l'appelle, alors les chiffres étaient quand même honnêtement en demi-teinte. Ils ont amorti pas mal de choses sur ces derniers temps. Ils ont fait vraiment le ménage à l'intérieur du bilan et ils se sont recentrés sur leur core business de la pharma, tout en notant quand même un certain ralentissement du côté des diagnostics. Mais il faut surtout retenir que le management a publié des news assez positives, très encourageantes pour 2025. Il voit une meilleure année, quelque chose qui sera plus clean, plus sobre et plus sain. Voilà. Et le titre prenait 4%, surtout, j'ai envie de dire, sur ces perspectives positives sur l'avenir. Et puis, du côté des recommandations, on a aussi vu que pas mal d'analystes sont revenus un peu plus optimistes, ont augmenté les price targets, sont passés sur buy ou ont corrigé des mauvaises recommandations. Donc, plutôt encourageant du côté de chez Roche. Du point de vue technique, eh bien, vous voyez que le graphique a cassé cette tendance baissière. Alors là, c'est clair et net, hein, depuis 2 semaines. Là, on est sorti de cette tendance baissière dans laquelle on était. Oui, ça faisait 3 fois qu'on butait dessus. Cette fois, on a cassé. Maintenant, on va aller rechercher les tops récents. Hein. Donc, les tops récents, on les a testés la semaine dernière en fin de semaine. Vous voyez que le titre s'est renversé au même moment qu'on a touché ces niveaux-là. Donc, le dernier top était au niveau des 286-287. Et puis, on est revenu direct derrière après avoir frisé les 290 et on clôture en dessous des tops qui datent de l'été passé sur Roche. Donc, les choses vont quand même mieux. Mais maintenant, il va falloir voir si on arrive à casser ce niveau-là pour aller définitivement s'établir en dessus de cette résistance qui pour l'instant pourrait être considérée comme un top également. Et donc comme c'est considéré comme un top, il y a effectivement un risque que les choses repartent dans l'autre sens à moyen terme. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des bonnes nouvelles et que même si peut-être le bon rush aura besoin de souffler ces prochains temps, si on revient clôturer en dessus des 270 pour boucher ce gap qu'on a laissé ici, peut-être que ce sera un signal d'achat pour revenir se repositionner et espérer une cassure plus tard. Ça va être difficile à très court terme de traverser directement, mais ça dépendra aussi de ce besoin qu'on a aujourd'hui de titres défensifs sur le marché ou pas. Novartis a engrangé un chiffre d'affaires de 11,94 milliards de francs suisses, en hausse de 16% sur un an pour le Q4 2024. L'excédent d'exploitation avant charges d'intérêts et impôts s'est envolé de plus d'un quart à 4,86 milliards, tout comme le bénéfice net à 3,93 milliards. On peut clairement dire qu'ils ont pulvérisé les attentes, battu toutes les attentes. Il n'y a personne qui s'attendra à des aussi bons chiffres. Du coup, Novartis s'envole. Vous voyez que le jour de publication des résultats, c'était la fête du slip, comme on dit. Donc, on est allé chercher très très haut sur Novartis, au-dessus des 97, pratiquement 98 francs. Puis, on a terminé tout en bas à 95,58. Donc, c'est un petit peu décevant ce retour, mais ce sera à surveiller. Et néanmoins, vous voyez qu'encore une fois,
On a bien tenu notre range, hein. Vous savez, ce range qui dure depuis pas mal de temps. On est revenu sur les 90 et ça repart à la hausse. Donc là, a priori, il va y avoir une zone de consolidation en espérant qu'on arrive à développer une tendance haussière pour aller chercher à court terme le prochain target à la hausse qui sera autour des 105,5, 106 francs suisses sur Novartis. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça continue à aller plutôt bien chez Novartis. Et si on devait comparer Novartis et Roche, on voit que ça va toujours mieux chez Novartis que chez Roche. Donc voilà, à surveiller ces prochains temps, voir si ce nouveau renversement de tendance nous dirige de nouveau pour le haut. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est effectivement ce gros reversal qu'on a fait vendredi, mais qu'on peut aussi comprendre par certaines prises de profit en fin de semaine. Chez ABB, on s'est maintenu sur le chemin de la croissance, on en a déjà parlé cette semaine. Ils ont augmenté leur recette de 2% à 32,9 milliards de dollars, donc ça fait 29,8 milliards de francs suisses. La direction en a profité pour confirmer ses objectifs de croissance à moyen terme. Eh ben, ça n'a pas été suffisant pour plaire au marché puisque le titre revenait sur le bas de sa tendance avec pas mal de downgrade du côté des analystes. Vous voyez, le graphique se passe de commentaires puisque finalement, au début de la semaine, le titre a pris une seille parce que toute la tech se faisait démonter. Donc comme eux, ils sont quand même gros là-dedans, ben, on s'est fait avoiner, le titre est allé chercher bas, les résultats étaient bof. On a essayé de remonter, mais on n'a pas réussi. Finalement, on termine un peu comme Nvidia. On revient sur la moyenne mobile des 100 et des 200 jours. À surveiller, il faudrait vraiment qu'on tienne quand même on va dire les 48-50 pour pas aller se faire peur beaucoup plus bas sur ABB à très court terme. Swatch a connu une année 2024 difficile. Alors ça, on l'avait déjà prévu, avec des résultats en net repli qu'on avait déjà prévu aussi. Conséquence bien sûr du ralentissement en Chine comme c'était prévu et de la force du franc comme c'était prévu. Heureusement, tout était prévu. On aurait peut-être pu essayer de faire quelque chose, mais rien à faire. Les chiffres ont été encore plus faibles qu'attendus par les analystes. Les recettes de l'entreprise ont reculé de 14,6% à 6,7 milliards. Le bénéfice net s'est pété la figure à 219 millions, 4 fois moins que les 890 millions enregistrés un an plus tôt. Et le bénéfice opérationnel est passé à 309 millions en chute de 74% quand même. Le résultat opérationnel, lui, a été fortement négatif et c'est une grosse déception, même si la surprise semble quand même relativement limitée. Le management a l'air d'être optimiste pour l'avenir. Malgré tout, ils ont quand même baissé le dividende qui passe de 6,50 à 4,50 par action. Donc voilà, on voit quand même que ce n'est pas l'euphorie. Mais quand on voit le comportement de l'action, on semble plus vouloir croire à l'optimisme du management qu'à la qualité des chiffres que l'on connaît. Voilà, donc vous voyez ce genre de comportement sur un graphique. C'est généralement qu'on ouvre très bas parce que les chiffres sont dégueulasses et on se dit « Ah oui, mais en fait, on est allé rechercher les plus bas des plus bas » et que l'un dans l'autre, ce n'est pas une grosse surprise que ce soit dégueulasse. Donc peut-être qu'il y a un truc à jouer en termes de trading à très court terme. Et donc vous le voyez très très bien. On ouvre tout en bas sur les 151,50 et on termine en 2 jours quasiment 20 balles plus haut sur Swatch, alors qu'il n'y a rien qui a changé, bien au contraire. Mais voilà, pour l'instant, on essaye de vouloir croire que Swatch est en train de construire un bottom. Et en tout cas, ça a l'air de vouloir le faire sur les 150 francs suisses. Pour l'instant, on va garder ce support à 150 et voir un peu comment se comporte le titre ces prochains temps. Mais si tout d'un coup, on avait des croisements de moyennes mobiles qui nous laisseraient supposer qu'on repart dans quelque chose d'intéressant, il faudra peut-être se positionner sur le titre ces prochains mois. Logitech, les résultats pour le 3e trimestre ont été largement supérieurs au consensus de Bloomberg. La croissance des ventes a bénéficié d'une demande bien plus forte que prévu dans les secteurs des jeux, des tablettes et des accessoires. Les autres catégories clés du groupe ont connu une croissance globalement en dents de scie. Les bénéfices les bénéfices bruts et les bénéfices d'exploitation ont augmenté aussi en raison de la hausse des ventes associée à une bonne maîtrise des coûts. Et Logitech a de nouveau relevé ses objectifs pour l'exercice 2025, aussi bien en ce qui concerne les ventes que les bénéfices. Et donc Logitech sur la semaine ça a carrément été la meilleure performance de la semaine pour le SMI. Vous le voyez maintenant, d'un point de vue technique, c'est plus vraiment difficile de faire le joint. On est sur un top de nouveau, 91 francs 50. Il faut que Logitech ait clôturé au-dessus des 92-93 francs suisses. Et à partir de là, on pourra dire qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle tendance. Le graphique de Nestlé qui se passe de commentaires. Alors, je vous le disais en ouverture de ce Swiss Bliss, vous voyez que Nestlé a rebondi la semaine dernière sans aucune nouvelle fondamentale. Au contraire,
Ils ont de nouveau des procès, des histoires de problématiques au niveau de l'évacuation des déchets en France. Ils ont des nouveaux procès qui leur tombent dessus. Rien donc de positif au niveau fondamental, mais Nestlé est tellement au fond du bac et le marché est tellement tendu à cause de la tech que finalement, les gens sont revenus se positionner sur Nestlé pour essayer de jouer quelque chose, entre guillemets. On ne sait pas trop quoi, mais pour l'instant, Nestlé a l'air de retrouver quelques couleurs. C'est vrai qu'à ce niveau-là, vous avez un dividende plus que correct qui est rassurant et rassuré, et assuré, j'ai envie de dire. Et vous avez un titre qui va peut-être nous donner des bonnes nouvelles le 13 février lors de la publication de son trimestre. Donc vous voyez, pour l'instant, rien n'a changé au niveau de la tendance sur Nestlé. On est toujours dans cette tendance baissière qui dure depuis bien longtemps sur le géant veuvezan. Mais peut-être qu'il y a une espèce de lueur d'espoir. Il faut quand même noter que les titres défensifs, et ça c'est valable pour l'ensemble du marché suisse, se comportaient exactement la même chose qu'ils se sont comportés lors du début du dégonflement de la bulle Internet, puisque tout le monde est sorti de la tech et ont été chercher des alternatives sur des marchés qui sont loin de la tech et plutôt défensifs, ce qui est parfaitement la description de Nestlé. Donc la performance de la semaine frise les 4%. Et donc, elle est surtout mise sur le fait cette semaine qu'elle est dans un environnement de marché qui lui convient, puisque ça a l'air d'être une bonne affaire, pas trop cher, loin de la thématique de la techno-intelligence artificielle au maniaque aussi nos déficitaires. Par contre, Nestlé publiera donc ses chiffres le 13 février et notez la date dans les agendas parce que peut-être que là, on y verra un peu plus clair et que les news seront meilleures, surtout si les juges français ont l'intention de leur foutre la paix 5 minutes. En vrac, sur le marché, en général, on notera que le fournisseur de la construction Arbonia est proche de la cession de sa division Climate au chinois Midea Group. Ils ont obtenu l'approbation des autorités de la concurrence européenne et la transaction devrait être finalisée fin février. L'équipementier Interroll a stabilisé l'érosion de ses entrées de commandes l'an dernier, enregistrant comme en 2023 pour 519,5 millions de francs suisses de nouvelles réserves au niveau des jobs. La chute de la demande sur l'exercice précédent s'est toutefois répercutée sur un chiffre d'affaires en retrait de 5,3% à 527,1 millions. Le fabricant de machines pour textiles Ritter a accusé l'année dernière une chute des recettes de 39% à 859,1 millions de francs suisses, alors que les entrées de commandes, elles, ont progressé. Le laboratoire rhénan BioVersis, qui concentre ses efforts dans la lutte contre la résistance microbienne, a agendé la mise en bourse de sa société au 7 février, donc on en reparlera certainement cette semaine. Le laboratoire dermatologique Galderma a dévoilé des données d'études qui étaient plutôt encourageantes pour son traitement injectable contre les rides, qui s'appelle le Relfides, plus précisément pour ceux qui sont vraiment spécialisés, ça s'appelle le Relabotulinumtoxine A. Attention, le A, pas la B, qui démontre une efficacité du traitement au-delà de 6 mois. Dans la semaine qui nous attend, on aura aussi les publications trimestrielles en Suisse, bien sûr, et ça sera sous le signe des banques. On sait dorénavant qu'UBS va licencier, que Julius Baer va licencier, mais on ne connaît pas encore les chiffres exacts. Au vu de ce qui a déjà été publié dans le secteur, ça devrait bien se passer au niveau des résultats trimestriels. Et le 3 février, donc ce lundi, il y aura Julius Baer. Le 4, il y aura UBS et Vontobel publiera le 7, donc semaine bancaire pour le marché suisse. Et puis, pour ce qui est de la macro, en conclusion, eh bien, c'est la semaine de l'emploi aux USA. Le vendredi prochain, les NFP sont attendus à 223 000 créations d'emplois pour le mois de janvier. On verra donc ce que l'effet Trump peut faire en quelques jours, surtout depuis ce samedi, les taxes douanières sont en place contre le Canada, le Mexique et la Chine. 25-25 pour le Mexique et 10% pour la Chine. C'est assez intéressant à voir parce que finalement, on voit déjà qu'après les annonces de Trump sur les taxes douanières, eh bien, les Canadiens ont répliqué, les Mexicains ont déclaré qu'ils étaient en train de préparer une réplique, mais la Chine n'a rien dit. Donc c'est assez rigolo de voir que pour l'instant, les Chinois ne se mêlent pas de la discussion au niveau des taxes douanières, comme s'ils n'étaient pas concernés. Enfin, affaire à suivre cette semaine. Mon petit doigt me dit qu'il y a bien des chances qu'on en reparle durant les prochains Morning Bull Live de cette semaine, de cette première semaine de février. Bref, en gros, c'est reparti pour une grosse semaine avec plein de chiffres hyper importants et plein de déclarations de Trump qui ne manqueront pas, bien sûr, de mettre l'ambiance. Voilà, c'est tout ce que je peux vous raconter cette semaine. Il y avait quand même pas mal de choses à dire, vous l'avez vu. Grosse vidéo ce matin. Moi, je vous encourage donc à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça monte de plus en plus vite. On se rapproche à toute vitesse des 45 000 followers. Merci. Beaucoup de trafic sur les vidéos, sur toutes les vidéos. Et il y a quelques semaines en arrière, 10 jours en arrière, j'ai fait une vidéo sur pourquoi les marchés aiment les mauvaises nouvelles. Ça a fait un carton. On est à plus de 25 000 vues sur cette vidéo. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je pourrais vous en faire une par semaine, peut-être, visiblement, vu que ça plaît beaucoup. Pour le reste, eh bien, likez, partagez, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, commentez, faites ce qui vous plaît. D'ailleurs, de toute façon, c'est dimanche. En général,
Le dimanche, on fait ce qui nous plaît. Très bon dimanche à tous. Et puis, on se voit demain matin, première heure, pour un nouveau Morning Bull Live. Très belle journée. Soyez forts. Bye bye.